Salut les amis, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec pour inviter Franck Atem. Donc salut Franck. Bonjour les pingouins. Bonjour les Et du coup, donc ça faisait un énorme temps qu'on n'avait pas fait de direct ici sur la Force Pingouin, ça faisait quand même beaucoup de temps. Et en plus, on revient avec une deuxième vidéo avec un invité. Euh, pour te présenter vite fait, Franck, dis-nous qui tu es. vaste question. Disons que je suis à thème, je suis un Français tout à fait normal, enfin presque, qui écrit des livres depuis 1985. Le premier livre est sorti en 1985 sur l'origine de l'univers, de la matière, de l'esprit, bref, la métaphysique, avec cette idée que l'univers n'est pas un objet physique, mais un objet métaphysique. C'est pas un objet d'ailleurs. Et je suis président de l'Université francophone de métaphysique pour enseigner ce que c'est que soi, ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la matière, l'énergie, etc. Et comment on peut gérer tout ça un peu mieux pour mieux comprendre les choses et donc être un peu plus en harmonie avec soi et avec l'univers grâce à une compréhension de comment, qu'est-ce que le monde, pourquoi il est là et comment ça fonctionne. D'accord. Oh bah, vaste sujet alors. D'accord, ok. Donc comme vous l'avez compris, c'est un métaphysicien français qui est très connu. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi la métaphysique, pourquoi pas la science ou la physique quantique? Pourquoi tu as choisi la métaphysique? Précisément parce que l'univers n'est pas du tout un objet de physique. C'est une apparence, c'est quelque chose qu'on perçoit évidemment, qu'on mesure, qu'on utilise. Enfin, qu'on utilise, c'est beaucoup dire, non, on n'utilise pas. C'est en tout cas quelque chose qu'on perçoit et qu'on mesure, donc on peut faire de la physique avec. Mais en soi, l'univers n'est pas physique, parce que précisément, ce n'est pas un objet délimité que l'on peut prendre, sur lequel on puisse faire des expériences. On ne peut pas faire d'expériences sur l'univers, on ne peut pas reproduire ces expériences sur un autre univers, et donc l'épistémologie de la physique ne s'applique pas. Et d'autre part, le physicien, celui qui étudie l'univers, fait partie de cet univers. Et donc, il n'y a aucune objectivité possible. Lorsque j'étudie un objet extérieur, bon, je peux dire, voilà, je vais faire des expériences dessus, cet objet est extérieur à Franck en l'occurrence, mais l'univers, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir de discours physique, physicien, au même titre que n'importe quel objet, en ce qui concerne l'univers. Il n'est pas délimité. Et donc, la métaphysique, c'est ce qui va au-delà de la physique, c'est ce qui va avant, après la physique, ce qui permet ce qui concerne l'esprit notamment, et ce qui concerne l'invisible évidemment, et surtout ce qui concerne les causes. La métaphysique, c'est avant tout la science des causes. Et moi, c'est ça qui me préoccupait, et c'est ça qui préoccupe beaucoup de gens d'ailleurs, même un physicien, qu'est-ce qu'il cherche avant tout, c'est de comprendre ce qu'il fait là, ce que c'est que l'univers, etc. Mais en général, il ne le comprend pas parce qu'il aborde les choses avec des outils de physicien. Et la physique quantique également. Même si la physique quantique est obligée, à force d'observer la matière, de se rendre compte que tout est métaphysique et pas du tout physique. C'est la démarche que font les physiciens aujourd'hui. Oui. D'accord, ok. Bah oui, normal. C'est c'est sûr que les physiciens ou tout docteur qui doit être dans la science doit être rationnel. Oui, c'est la moindre des choses. Et selon moi, l'épistémologie qu'on utilise pour l'univers, c'est pas rationnel. Il n'y a aucune rationalité là-dedans. Elle est rationnelle pour ce qui est reproductible. Elle est rationnelle pour les objets qu'on peut délimiter. Mais pour l'univers dans son ensemble, c'est pas du tout la même chose. Et moi, là, je ne vois pas de rationalité véritablement. Et donc, ce que j'ai travaillé à faire, c'est de aller plus loin dans la rationalité, aller dans une extrême rationalité, une hyper-rationalité, de façon à pouvoir avoir des outils pour rendre compte de ce qui n'est pas physique. Oui, la non physique, oui. L'au-delà de la physique, ce qui dépasse la physique, c'est-à-dire l'être avant tout, la conscience.
puisque l'univers est un objet de conscience, un objet dans la conscience, c'était pas un objet extérieur à la conscience, il n'est même pas extérieur à moi, il n'est pas extérieur à la personne en fait partie. Voilà. C'est une autre épistémologie quand c'est un objet extérieur à la personne, n'est-ce pas? Moi, je veux bien étudier ce stylo, et si j'étudie ce stylo, c'est parce que je peux le faire et je peux utiliser des outils physiques sur ce sujet, parce qu'il est extérieur à celui qui l'observe, pas à l'être, pas à la conscience, mais extérieur à celui qui utilise des outils pour le capter, pour le percevoir. C'est deux choses complètement différentes. Et la vraie science de l'univers, c'est pas la physique, c'est la métaphysique. Et bon, moi, je passe mon temps à essayer de l'expliquer, de le démontrer, d'en tirer les conséquences. Mais c'est évident que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Loin de là. Et surtout pas les physiciens d'ailleurs, qui considèrent qu'ils ont le monopole de la connaissance et de la compréhension des choses. Donc, c'est que leur épistémologie ne leur permet pas de comprendre les choses véritablement. Ils le reconnaissent eux-mêmes, et surtout pas de comprendre la cause des choses, comprendre le pourquoi, puisqu'ils disent bien sûr que la physique c'est une science du comment et pas une science du pourquoi. Je suis bien d'accord avec ça. C'est une science de gérer la matière, pour avoir du pouvoir sur la matière, tout ça. C'est une science du comment on observe, et ainsi de suite, mais ce n'est pas une science du pourquoi. Or, ce qui préoccupe l'individu avant tout, c'est le pourquoi. C'est comprendre ce qu'il fait là. C'est comprendre le sens de la vie. C'est comprendre pourquoi il y a une sensation de matière. Qu'est-ce que c'est que l'esprit, d'où ça vient, etc. Toutes des choses que, en physique, on ne peut absolument pas aborder. On ne peut pas les comprendre, on ne peut même pas les aborder. On n'a pas les... Tu m'entends bien, ça va? Oui, oui, je t'entends très bien. En direct, je t'entends très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord, bah oui. Et du coup, dans tout ça, parce que vu que la métaphysique, c'est la science de ça, la science des énergies. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a une science spécifique des énergies? C'est pareil. Il y a l'énergie en tant que physique, et puis il y a l'énergie sur le plan métaphysique. C'est-à-dire que l'énergie sur le plan physique, bon bah, si on bidouille des fils électriques, on va faire des choses. Si on met de l'essence dans une voiture, dans un moteur, ça va faire vroom vroom. C'est bien évident. Et ça, c'est de la physique. Mais comprendre ce que c'est que l'énergie elle-même, pourquoi est-ce que on peut tirer de l'énergie de l'atome, par exemple? Pourquoi est-ce que les planètes tournent? Parce qu'elles se déplacent. Les atomes aussi. Tout bouge tout le temps et à des vitesses colossales. Et donc, il faut une énergie considérable pour faire bouger tout ça. Et bien ça, il n'y a aucune théorie physique qui puisse le rendre compte. C'est pas un problème de physique. Encore une fois, l'origine de la cause, de la nature même de l'énergie, la cause de l'énergie, d'où vient l'énergie, pourquoi elle agit, etc. C'est de la métaphysique, c'est pas de la physique. La physique ne peut que mesurer et reproduire des effets qu'elle observe. Ouais. Ok. Et Avec moi, il y en a au moins. oui. Ouais, je pense que je suis pas le seul. On est un peu plus, hein, quand même. Et et du coup, oui, pour la science et tout. Mais l'univers, pour toi, il est comment? Est-ce qu'il est fractal? Est-ce qu'il est distant? Est-ce qu'il est rapproché? Comment il est? Ils sont rapprochés de quoi? Rapproché d'un point à un autre sur un autre monde? Oui. Alors, l'univers est-il fractal? Oui. De façon absolument certaine, tout est fractal. Tout ce qui est dans l'esprit est fractal. L'esprit ne peut pas fonctionner autrement que d'une façon discontinue, dans la discontinuité et dans la fractalité. Et on ne peut pas expliquer ça en 2 minutes, évidemment, ni en un quart d'heure. C'est délicat, mais disons que l'être, que les physiciens quantiques appellent l'acte d'observation, puisque en physique quantique, on subordonne l'existence de la matière ou d'une particule pour que cette particule ait une existence effective et qu'elle soit perceptible, il faut un acte d'observation. Autrement dit, il faut la conscience.
Tant qu'il n'y a pas la conscience, on ne peut pas savoir s'il y a un univers, évidemment. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'univers que parce qu'il y a la conscience. S'il n'y avait pas la conscience, il n'y aurait pas l'univers. Ça, la physique quantique ne va pas encore jusque-là, mais enfin, ça viendra. Ça sera plus métaphysique. Et cette conscience est continue. Elle est absolument continue. Elle n'est pas fractale en soi. Il n'y en a qu'une. Elle est unique. Et donc, c'est la même conscience qui en moi pense et qui en toi, Nicolas, pense. C'est le même être qui en moi aime et c'est la même source d'amour qui en toi. Il n'y en a pas deux. C'est pas deux sources d'amour et c'est pas deux consciences différentes. Cela dit, on a des filtres différents. Nous sommes des filtres différents. Le cerveau, tout ça, ce sont des filtres différents qui limitent, qui délimitent, qui précisent la qualité vibratoire de cette conscience, de cet amour, qui fait qu'on pense des choses différentes, on vit des choses différentes et on aime les gens de façon différente. Et donc ça, c'est la manifestation de la conscience. Et ces manifestations sont forcément discontinues et fractales, sinon ça marche pas. La conscience n'existe que sous forme de particules, sous forme de tout ça. Les particules, c'est discontinu, mais elles sont reliées néanmoins. Ce qu'on appelle le champ quantique, le champ je ne sais quoi, Akasha aussi, si on veut. Tout cela, le champ de Higgs, tout cela, c'est quelque chose de continu, mais c'est continu. L'être est continu, mais le contenu de l'être, ce que l'être perçoit, cela est forcément discontinu. Si c'était pas discontinu, il ne le percevrait pas d'ailleurs. Il n'y a de perception de l'univers que grâce à la discontinuité des particules entre elles. Parce que les particules n'ont pas une distance, elles sont à une grande distance évidemment les unes des autres. Les planètes aussi sont à une grande distance les unes des autres, c'est la même chose. Pour nous, il n'y a pas de différence entre des systèmes atomiques et des galaxies. C'est strictement le même principe de fonctionnement. Et tout cela vit dans la discontinuité. Mais si on va chercher au niveau des énergies, de l'énergie qui relie tout ça, il n'y a pas de discontinuité. L'énergie n'est pas discontinue. Mais sa forme est toujours discontinue. Et elle est discontinue de toutes les façons possibles en même temps, ce qui fait que cela est fractal. C'est-à-dire que toi, tu es discontinu par rapport à Franck, mais nous sommes contenus dans un même être puisque nous sommes reliés par l'énergie, c'est-à-dire par la conscience. C'est la conscience, c'est la même conscience, mais cette même conscience perçoit deux êtres totalement séparés. Sinon, elle ne percevrait rien du tout. Il n'y aurait pas la possibilité de fonctionner en ayant le sentiment qu'il y a une continuité entre toi et moi. Mais cette discontinuité est artificielle. Elle est nécessaire à la conscience, mais elle n'est pas la réalité. Elle est l'illusion de la réalité. C'est l'apparence des choses. Et c'est cela qui fait dire à tous les grands sages que tout est illusion. Évidemment, tout est illusion, puisque rien n'est en réalité séparé. Tout est un tout, un seul être dont les apparences multiples sont illusoires. Elles sont tout le temps changeantes d'abord, et elles ne sont ce qu'elles sont que parce qu'on les filtre. Et on filtre ce qu'on ne veut pas connaître entre Franck et Nicolas, mais c'est parce qu'on le filtre. Et si on le filtrait à un autre niveau, on aurait une autre discontinuité qui serait différente. Et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'avec nos corps énergétiques, nous sommes beaucoup plus proches que nous le croyons avec nos corps physiques. Nos corps énergétiques sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et au bout d'un moment, à un certain niveau de corps énergétique, ils sont complètement, fusionnent presque, se rejoignent. Et donc, ça, c'est des niveaux différents de vibration, c'est des niveaux différents de la continuité. C'est ce qui est la véritable continuité. Mais comme la discontinuité, elle se fait à tous ces niveaux, c'est-à-dire que si on réfléchissait en termes de corps astral, par exemple, on serait moins séparés, mais on serait séparés quand même. Donc c'est une autre discontinuité. Et c'est ça qui fait la fractalité, c'est que tous les niveaux de discontinuité existent en même temps. Et si on va plus loin, au lieu d'aller vers l'extérieur avec nos corps énergétiques, on allait à l'intérieur au niveau des cellules, au niveau des atomes, etc., on aura une discontinuité encore bien plus grande avec des séparations, avec des distances différentes. C'est-à-dire qu'une cellule, entre une cellule de mon cerveau et une cellule de mes doigts de pied, il y a une certaine distance entre eux. C'est une autre distinction et elles n'ont pas forcément conscience de ce qui les relie, elles ont peut-être conscience de ce qui les sépare. On a toujours conscience de ce qui nous sépare, on n'a pas conscience de ce qui nous relie.
Mais comme cette conscience de ce qui nous sépare existe à tous les niveaux possibles de réalité, eh bien, c'est fractal. C'est la même chose de dire que entre deux nombres, entre le 1 et le 2, il y a une infinité potentielle de nombres. Comme entre toi et moi, il y a une infinité potentielle de formes de lettres. Oui, et considérable d'ailleurs. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, du coup, parce que on n'est qu'expérience, du coup. On ne fait qu'expérimenter l'être, entre guillemets. La conscience vit le potentiel infini, l'infini potentiel, de toutes les façons possibles. Elle le vit en tant que Nicolas, elle le vit en tant que Franck, elle le vit aussi en tant que brin d'herbe, elle le vit en tant que chardonneret qui est posé sur la fenêtre, elle le vit en tant que ton petit bulldog adorable. C'est la même conscience qui se croit bulldog et qui se croit séparée des autres chiens. Mais ça n'empêche qu'il y a une continuité de tout ça. Tout ça, c'est des expériences différentes, effectivement, de la même conscience. Et comme le but est l'infini, mais ça, il faudra qu'on s'en explique, eh bien, toutes les expériences doivent être vécues. Elles sont vécues non pas par chaque personne, ça ne veut rien dire la personne, elles sont vécues par la conscience, qui est la même pour tout le monde. Actuellement, il y a des gens qui vivent en tant que président de la République, il y a la conscience qui se vit en tant que président de la République, elle se vit aussi en tant que chat, en tant que vache dans le pré, etc. Elle se vit à tous les niveaux. Et Franck est la conscience qui se croit aussi, Franck, parce qu'il est nécessaire qu'elle se croie chaque rôle. Chaque rôle doit être vécu. Mais comme il ne peut pas y avoir une infinité de rôles vécus effectivement à aucun moment, eh bien, c'est une évolution où on change tout le temps de rôle et on essaye toujours de créer des nouveaux rôles. Au cours d'une vie, on crée beaucoup de rôles, mais on en garde un quand même prioritaire. Et d'une vie à l'autre, eh bien, on change radicalement de rôle. Et d'un règne à l'autre, on change encore radicalement de rôle. Et d'une dimension à l'autre, on change encore plus radicalement de rôle. Et tout cela est une continuité. Oui, ce qui fait, comme tu l'as dit, l'évolution et la vie. Oui. La conscience est une évolution permanente, ce n'est jamais un état. La conscience, c'est un fait, c'est une nécessité, c'est une réalité absolue. J'ai passé ma vie à expliquer ce que c'est que la conscience, d'où elle vient, pourquoi, etc. Et une fois qu'on l'a compris, c'est que cette conscience ne peut pas ne pas percevoir en même temps tous les univers possibles. Et tous les univers possibles, ce n'est pas une possibilité effective, c'est une tendance, c'est une nécessité. Et donc on est toujours à la recherche de plus, on est toujours en train d'évoluer davantage. On est toujours dans l'évolution spirituelle et dans l'évolution physique qui découle de l'évolution spirituelle. On passe notre temps à essayer de grandir vers l'infini, de jouer un nouveau rôle qu'on n'a jamais vécu. Et il y aura toujours des nouveaux rôles que nous n'aurons pas vécu parce que c'est infini. Oui, exactement. Bah, c'est ce qui fait aussi les enfants et d'autres. Et nous, C'est ça. on se prépare d'autres corps dans lesquels nous pourrons fonctionner et jouer d'autres rôles. Exactement. D'ailleurs, entre deux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on les prendra juste après à la fin. Donc du coup, oui, l'incarnation, tout ça, ça fait les rôles, ça fait l'évolution de l'univers. Mais du coup, comment dire, comment expliquer ou comment voir entre guillemets euh, l'évolution dans des différentes ou dans des corps subtils. Comment la conscience les perçoit? Comment la conscience peut percevoir comment on perçoit à notre conscience les différents corps subtils? Ça dépend à quel niveau on se situe, mais en principe, on ne perçoit que le type de corps auquel on s'identifie au maximum, auquel on arrive à s'identifier. Et on ne perçoit pas, disons, percevoir, c'est beaucoup dire, parce que c'est pas forcément avec les mêmes sens. C'est pas forcément avec la vue. Avec la vue, on perçoit, avec le toucher, on perçoit le corps physique. Éventuellement, le corps éthérique, qu'on peut ressentir, etc.
Dès l'instant que c'est le corps émotionnel, on le vit, on le connaît, on s'identifie, ça va. On le perçoit d'une certaine façon. Le corps mental aussi. C'est les 4 premiers corps. Mais au niveau de l'humain, on s'identifie au mental. Et dès l'instant qu'on va au-delà du niveau humain, là, on ne perçoit plus. C'est pour ça qu'on est des humains. Mais en même temps, nous, c'est-à-dire l'être, c'est-à-dire la conscience, perçoit aussi ce niveau supérieur du mental, supramental et de causal, plus exactement. C'est la même chose. Cela est perçu par l'être, mais pas par Franck ni par Nicolas. Franck et Nicolas, ils s'arrêtent au niveau du mental, et ça leur suffit. C'est là qu'ils jouent leur rôle. Ils ne joueront pas au niveau animal. Pas le rôle d'un animal pour l'instant. Le rôle d'un être humain. Donc l'animal, nous le contenons, donc nous sommes capables de le percevoir, nous vivons avec, nous le prenons dans les bras, tout ça va bien. Et ce qu'il y a au-delà, le niveau causal, on ne le perçoit pas. On ne le vit pas, on n'a pas conscience de le vivre, que ce soit lui qui nous fasse vivre. Le niveau causal, c'est les croyances. C'est les croyances collectives. Ces croyances collectives, on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'on voit la matière, on touche la matière, on dit la matière existe. On n'a pas conscience que c'est une croyance qui pourrait très bien évoluer vers une autre croyance différente qui ne nous dirait pas du tout que la matière existe. C'est ça, ça fait partie du supramental, ça fait partie du causal. Et au-dessus du causal, il y a encore, et ce corps causal donc est collectif par rapport au corps mental qui nous sépare. Mes idées, mes pensées, etc. me distinguent de toi, Nicolas. Mais au niveau du causal, nous ne sommes pas du tout séparés. Ça, c'est un corps qui nous relie. Pourquoi? Parce que nous avons la même perception de la matière. On a tous les deux l'impression d'être sur la Terre et d'être des terriens. On a tous les deux l'impression d'être des êtres humains avec deux bras, deux jambes. Ça, c'est une croyance qui nous est collective et que nous considérons comme évidente, acquise et à laquelle nous ne pensons même pas. Nous ne sommes pas conscients que c'est une croyance et que c'est quelque chose qui pourrait changer. Que demain, on aura conscience d'être autre chose que des êtres humains. On n'aura pas l'impression d'être séparés, on a l'impression d'être un seul. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est déjà présent. D'autres, l'être vit déjà ça ailleurs, mais nous ne le percevons pas. Et au-dessus de ça, il y a encore, je dis, Atma, je dis, c'est toute l'humanité qui est, euh, qui est dit, toute l'humanité, c'est un niveau qu'on vivra encore après. Lorsqu'on se sera identifié au causal, on pourra envisager de s'identifier à Bouddhi. Mais on en est encore très très loin. C'est une autre dimension encore. Et quand on sera dans Bouddhi, ben on se trouvera encore séparé d'autres corps bouddhiques. Comme aujourd'hui, Jésus peut se sentir séparé de Bouddha. C'est ça que ça veut dire. Mais qui continue à évoluer vers Atma, qui est encore le niveau de dimension supérieure. Et qui les relie tous les deux. Plus que deux d'ailleurs. Il y a plein d'autres qui sont reliés par ce corps bouddhique et par ce corps atmique. Et le corps atmique, il va évoluer encore vers des niveaux encore supérieurs, qui sont des niveaux universels, au niveau de la galaxie. Et le niveau bien au-delà de la galaxie, toutes les galaxies sont séparées les unes des autres. Et il y a quelque chose qui les relie. Et il y a un corps qui relie toutes ces galaxies entre elles. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite, mais c'est pas infini pour autant. L'infini n'est jamais réalisé. Le sans limite veut dire simplement qu'on y va. Il n'y a pas de limite à l'évolution, mais que cette aboutissement n'est jamais réalisé. Les corps subtils, on ne les perçoit pas vraiment, mais ils sont là. Et le rôle de la conscience à tout moment, c'est de s'identifier à un de ces corps et pas à un autre. Nous nous identifions au mental. On ne peut pas faire autrement, on est des êtres humains. Lorsqu'on aura suffisamment médité, compris, évolué, etc., alors, un jour, on va s'apercevoir que, à notre mort, on est suffisamment prêt pour être en communion avec d'autres personnes qui auront fait le même travail pour passer en 5e dimension. Et à ce moment-là, on sera identifié au causal. Pour l'instant, c'est pas le cas. Quand on sera identifié au causal, on verra un univers évidemment d'une autre nature, mais on verra encore les humains, on verra encore les animaux, on verra encore tout ça. Parce qu'on voit toujours à reculons, on évolue à reculons, on voit toujours ce que nous avons intégré, mais on ne voit pas ce vers quoi on va. Si on voyait en même temps ce vers quoi on va, on ne pourrait pas évoluer. C'est la même chose que si on s'incarnait en sachant pourquoi on s'incarne, on ne pourrait pas vivre. Si on s'incarnait en connaissant toutes ses vies antérieures, on ne pourrait pas vivre. On peut vivre, par exemple, se parler comme on se parle maintenant,
si on savait que dans une autre vie, on a été des gladiateurs et on s'est trucidés. Ce serait pas possible. Donc, si on avait ça à l'esprit maintenant, on pourrait pas parler de cette façon-là. On s'entendrait, il y aurait des émotions, il y aurait des trucs, etc. Voilà. C'est pour ça. La conscience, le cerveau sert à sélectionner tout ça et à n'être conscient que de certaines choses et pas d'autres. Donc, n'être conscient que du minimum vital nécessaire pour jouer un rôle, mais surtout pas ni ce qu'il y a après, ni ce qu'il y a avant. Donc, ça rend la vie impossible. Et ce rôle a besoin d'être joué, donc pour qu'il soit joué, il faut être dans l'ignorance de ces autres corps, ceux antérieurs à nous, et ceux ultérieurs à D'accord, oui, oui. Bah, oui, après, c'est tout de suite une question de principe aussi. Parce que plus qu'on va haut dans la subtilité, plus qu'on voit large aussi. nous. Plus on va haut dans la subtilité, plus on voit loin. Oui. Donc, ça fait partie de tout ça. Et du coup, comme on a une vision large de de ce qu'on a à reculons, du coup, on pourrait dire que on a une certaine, entre guillemets, prise de main sur les autres, vu qu'on les a déjà acquis. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a le pouvoir sur ce qui nous précède, pas sur ce vers quoi on va. On n'a pas prise sur les corps, sur les niveaux vibratoires auxquels on n'est pas encore identifié. Par contre, on a un pouvoir très puissant sur les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et on ne se prive pas de l'utiliser. Et justement, l'évolution spirituelle, ça consiste à moduler ce rôle, cette action que l'on a sur notre propre corps, qui est l'univers que nous perçoit, les animaux, les végétaux, tout ça. Si on les considère comme des entités extérieures sur lesquelles on a le pouvoir et qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne font pas partie de nous, qui ne sont pas nécessaires, mais qu'on a envie d'exploiter, bien évidemment, on a tout faux spirituellement, mais bon, c'est un état qui est normal et qui existe, qui se vit pendant très très longtemps dans l'évolution humaine. Et justement, à force d'expérimenter ces relations avec le monde extérieur, on finit par se dire ah ben non, les animaux, les végétaux, c'est une partie de moi, j'en ai le plus grand besoin, je ne peux que les aimer parce que ça constitue mon corps, ça constitue ma vie, et donc la relation change. C'est ce changement de relation qui est l'évolution spirituelle. Et c'est donc le rapport au pouvoir. Pour un être humain, en tout cas, c'est le rapport au pouvoir qui fait cette évolution spirituelle. Le mental veut le pouvoir sur ce qu'il perçoit à l'extérieur, jusqu'au moment où, ayant compris qu'il n'y a rien d'extérieur et que tout cela est son propre corps, il commence à être dans l'amour par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, il peut passer dans le supramental. Une fois qu'il a bien affirmé ça, bien confirmé ça, et bien fait ses preuves, qu'il est capable de vivre une relation d'amour inconditionnel avec tout ce qui l'entoure. C'est quand même un gros travail pour chacun d'entre nous. On peut toujours commencer en étant végétarien, en étant respectueux des animaux, de la nature, des autres personnes, de la pollution, tout ça. Évidemment, tout ça, c'est un premier pas très important. Qui montre qu'on est déjà assez conscient de l'interaction, de l'unité, de l'unité de l'être. C'est fort. Oui, et puis l'unité, on le voit quand il y a des catastrophes naturelles ou autres types de ce genre. Ça pousse à la solidarité. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon, la solidarité. Ben oui. Et quand on n'arrive pas à être solidaire en continu, jour après jour et de façon naturelle, eh bien, on est obligé de se donner des catastrophes naturelles pour nous pousser à la solidarité. Et c'est ce qui va se passer et se passer de plus en plus en ce siècle. C'est justement cela. Comme nous sommes tous, nous acceptons un certain confort personnel qui nous sépare les uns des autres, concurrence les uns par rapport aux autres, que nous ne faisons rien pour l'empêcher, nous ne faisons rien pour empêcher la mondialisation, nous ne faisons rien
pour empêcher la pollution, ne faisons rien pour empêcher l'exploitation des animaux, etc. Donc, les choses seront de pire en pire pour nous pousser, parce que nous avons besoin de ça, nous en sommes les créateurs. Il y aura de plus en plus de choses genre catastrophe, évidemment, pour nous montrer où d'abord mène notre attitude, et ensuite pour nous pousser à avoir une attitude différente, parce que la solidarité naît souvent de ces catastrophes, alors qu'on pourrait très bien être solidaire avant, sans avoir besoin de cela, simplement en comprenant ce que c'est que soi, ce que c'est que l'univers, ce que c'est que la matière, etc. Ça, c'est de la métaphysique, et tout le monde n'est pas ouvert à vouloir se poser des questions. Oui, puis à agir aussi. Quand on a compris quelque chose, on ne peut pas ne pas agir, sinon c'est qu'on n'a pas compris. Exactement. Et on serait complice de ça d'ailleurs. On est complice. C'est ça qui fait qu'on peut se plaindre de ceci, de cela, de problèmes mondiaux, de choses qui ne vont pas, mais nous en sommes les créateurs par nos attitudes. Parce que pour l'instant, nous ne manifestons pas l'amour que nous pourrions manifester au monde qui nous entoure, et par conséquent, nous avons besoin de coups de pied au derrière pour nous faire bouger. Jusqu'au moment où on se dira, si par malheur, même avec ces coups de pied au derrière, on n'arrive pas à évoluer, eh ben, on disparaîtra et on recommencera à zéro, c'est-à-dire on recommencera dans l'évolution à un niveau général, pour essayer de reconstruire un peu cela. Donc, on est dans un état humain et l'humain a une énorme responsabilité. L'être humain est responsable de son univers plus qu'aucun autre être. Et c'est parce que ce niveau de responsabilité est très grand, parce qu'il a un pouvoir très grand, qu'il a le choix, parce qu'il a une intelligence qui lui permet de comprendre ce que c'est que le monde à l'extérieur de lui. S'il ne le fait pas, il en est responsable. Aujourd'hui, être ignorant est, c'est devenu une faute. C'est pas ignorant comme ça parce qu'on n'a pas été informé. Aujourd'hui, toutes les informations existent. En métaphysique, on enseigne en large, il y a des centaines de pages sur notamment le site atem.com, hatem.com. Et puis il y a des vidéos aussi. Si vous cherchez mon nom, vous aurez tas de vidéos qui vont revenir encore à d'autres vidéos ou à d'autres choses. Bon, toutes ces informations existent, elles sont là. Tout le monde peut les méditer, tout le monde peut les comprendre. Et ne pas faire cet effort est une faute. En attendant que, si d'aventure nous continuons dans cette voie et que nous sommes responsables de plus de destruction, plus de mort, de souffrance, etc., ça deviendra un crime. L'ignorance, un jour, deviendra un crime. C'est déjà le cas aujourd'hui. Grâce à Internet, Internet est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout le monde peut avoir accès à tout, tout le temps. L'ignorance n'est plus du tout une excuse. Exactement. Ce n'est plus une excuse. Et je dirais même que c'est une expérience de la personne qui le veut. Parce que Internet est vraiment, c'est vraiment très très mondial. Peu importe si on est dans un état comme la Chine qui restreint beaucoup Internet ou n'importe quoi, on aura toujours des solutions, Internet ou pas, la poste ou pas, pour communiquer, pour avoir les informations, etc., etc. On l'a toujours fait. Bon. C'est une question de bon sens. Et on n'est pas, tout le monde n'est pas obligé ni d'utiliser des produits chimiques qui l'abrutissent ou des choses qui l'empêchent de fonctionner correctement ou de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour son développement. Et tout le monde est libre de cela et d'avoir des relations simples, claires avec ceux qui l'entourent. On choisit son niveau de relation, donc on choisit son niveau spirituel et on choisit si on veut méditer ou pas, ou si on veut profiter de la matière confirmer l'ego ou pas. Ça, c'est toujours un choix. Toujours un choix libre. Oui, un énorme choix. Pour une énorme responsabilité aussi. Et ce qui d'ailleurs nous mène à une certaine conclusion que comme on ne manifeste pas le changement et même si on le manifeste, on le veut pas forcément. Du coup, ça fait que on n'est pas entrepreneur. On n'a pas d'envie. Oui. Il faut se sentir une mission. Il faut sentir qu'on n'est pas là pour rien, on n'est pas là par hasard. D'ailleurs, une des premières choses qu'on enseigne à l'université francophone de métaphysique,
premier module, c'est de tordre le cou à l'idée de hasard. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais le moindre hasard nulle part. C'est pas pour ça qu'il y a un déterminisme. Ça n'a rien à voir. Et c'est bien un but, que ce but inexorablement mène vers un infini, un absolu, et que tous les chemins possibles existent, et tous ces chemins, on a le choix de ces chemins pour aller vers ce but. On va toujours vers ce but, c'est ce qui donne l'énergie d'ailleurs. Donc le hasard n'a aucune place. À partir du moment où il y a un but, il n'y a plus de place pour le hasard. Ça, on le démontre. C'est un enseignement purement rationnel. C'est pas question de dire comme ça, ou peut-être d'un coup, peut-être d'un coup, ou dire c'est Dieu ou autre chose. Non, non, pas du tout. Les choses sont très claires et très précises. Voilà, c'est très clair pour lesquelles le hasard est une possibilité. Encore une chose qui fait que les physiciens ne peuvent pas avancer, puisque pour eux, la physique est fondée sur le hasard. Il ne peut pas ne pas être fondée sur le hasard, parce que c'est le hasard qui leur permet, toute l'épistémologie physique, physicienne, est fondée sur l'idée de hasard. Le dernier argument, dernière analyse pour justifier les concepts de la physique actuelle, c'est que tout cela est un hasard, qu'il pourrait y avoir d'autres univers où il n'y a pas la conscience, d'autres univers où il n'y a pas la matière, d'autres univers qui ne sont pas des univers, où il n'y a pas le temps, etc. Cela est totalement absurde. C'est une façon de justifier, d'essayer de justifier le fait qu'il n'y a pas de but et donc il n'y a pas de spiritualité dans l'univers. Et c'est un combat perdu d'avance. Un jour ou l'autre, de toute façon, on est obligé de passer à l'étape supérieure et à commencer à avoir une conscience un peu plus ouverte. Oui, parce que sinon ils seront dans l'évolution. En tout cas, si on ne le fait pas, on sait ce qui nous attend. C'est pas une menace, c'est comme ça. C'est une règle de cause à effet, et cette règle de cause à effet, eh bien, le signe d'ailleurs aussi qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a plus d'incendies, plus d'inondations, plus de tremblements de terre, plus de choses comme ça. Ça va faire comme hélas, hélas, bien sûr. Et cela est qu'une relation de cause à effet. Au niveau vibratoire de la planète s'élève forcément. Nous sommes sur le mental de la planète et nous résistons des cas de fer pour que ça n'évolue pas. Conclusion, ou bien nous suivons le mouvement, ou bien nous sommes éliminés. Il n'y a pas d'autre solution. C'est simplement le mouvement naturel de l'univers. Oui. La Terre recommence avec une autre race humaine qui un jour aura la même mission. Et on verra bien à ce moment-là si cette race humaine remplit son rôle ou pas. Si elle continue d'avoir peur ou d'avoir envie de confirmer ces vieilles croyances de l'être qui éloignent de la réalisation de soi. Oui, qui est très important pour à la fois évoluer, puis pour comprendre aussi l'environnement dans lequel on vit. La connaissance de soi, oui, de toute façon, c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que la connaissance de soi. Tant qu'on est un minéral, un végétal, un animal, on ne se pose pas la question, ils ne demandent pas, personne ne leur demande de savoir ce que c'est que la conscience. Ils ont la conscience, mais ils ne sont pas là pour comprendre la conscience. Ils sont là pour petit à petit la faire jouer ses rôles. Il n'y a qu'à partir de l'être humain qu'on peut commencer à comprendre ce que c'est que la conscience. Donc, c'est tous ces êtres qui nous précèdent sont des passages obligés pour aller vers cette illumination, vers cette connaissance de soi. Mais il n'y a que l'homme qui puisse la faire. L'homme est le premier à pouvoir le faire. Après, une fois que c'est fait, il passe dans d'autres dimensions et ça continue. Son évolution continue. Et la question n'est plus la connaissance de soi. C'est une autre question. C'est vrai que la connaissance de soi, c'est la seule connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est toujours autant d'actualité. Il n'y a pas d'autre façon de se connaître ou de connaître l'univers que de comprendre ce que c'est que soi. Et soi, c'est la conscience et l'amour. C'est la dualité conscience-amour, qui est en même temps la dualité répulsion-attraction. La conscience, c'est le fait de voir l'extérieur, l'infini à l'extérieur de soi. Et l'amour, c'est le fait de réintégrer l'infini à l'intérieur de soi, de redevenir l'univers.
on le place à l'extérieur et qu'on croit qu'il est extérieur pendant un certain temps, eh bien, cette dualité répulsion-attraction, c'est l'énergie magnétique. Et c'est cette énergie magnétique qui régit tout l'univers. L'esprit, c'est l'énergie magnétique. Il n'y a pas d'autre énergie dans l'univers que l'énergie magnétique dualiste, attractive et répulsive. Ça, on le démontre largement. Il y a d'autres modules dans notre université qui expliquent tout ça en détail pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur le fait que tout est l'esprit, mais que néanmoins, tout l'esprit vit forcément de façon atomique, c'est-à-dire fractale, etc., et matérielle avec l'apparence de la matière, et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, l'évolution psychologique, sociale, spirituelle, tout ce qui est à la portée de l'être humain. Exactement. Ça, c'est clair. On a une petite question d'un de nos auditeurs qui est enfant de Gaïa et qui te pose une question. Franck, as-tu déjà fait des sorties astrales conscientes, histoire d'expérimenter hors du corps physique humain? Oui, consciente mais pas volontaire. J'ai jamais cherché à en faire volontairement. Tout le monde en fait, évidemment, involontairement. On ne fait pas forcément attention, on ne le sait pas forcément, mais tout le monde dit ça. Oui, le fait par soit le sommeil qu'on fait ou autre. Oui, oui, dans le sommeil, c'est non, j'ai parlé de ça une fois à des personnes qui m'ont dit, ah ben non, moi je vois pas de quoi il s'agit, etc. Je leur disais, et ça vous est jamais arrivé de rêver que vous êtes dans un certain monde, qu'il se passe des choses, et puis 2-3 nuits après, ou même un an après, vous retournez dans ce même monde et vous continuez la situation qui se passait à l'époque. Bon, les choses vont continuer d'évoluer, et vous retrouvez les personnes, les situations. Et puis encore quelques nuits plus tard, vous revenez dans ce monde-là et vous revivez ces choses-là comme si vous aviez plusieurs vies parallèles. Ils m'ont dit non, je vois pas de quoi il s'agit, ça me rappelle rien. Moi, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Et c'est pas moment que ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé souvent. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à qui c'est arrivé. D'accord, ok. Ouais, bah de toute façon, ça arrive à tout le monde, c'est naturel. C'est très naturel. Oh, Oui, c'est rien, c'est le téléphone que j'ai oublié de couper avant. Et sa question, alors, c'était quoi? Ah oui, sur les voyages astraux, oui. C'est bien. Et toi? oui, Oui, bien sûr. oui, les deux, Les deux. conscient et inconscient. Ah oui, ah, super. Volontaire, tu veux dire? Volontaire et involontaire, oui. Et c'est très agréable. Bon. C'est pas ça l'essentiel. C'est intéressant, c'est bien, d'accord, mais la seule chose importante vraiment, c'est notre relation dans le monde, là où on est incarné, de réaliser sa mission effectivement. Le reste, c'est juste documentaire, titre documentaire, pour resituer les choses, pour se rendre compte qu'on a vécu d'autres choses, on en vivra d'autres, que cela relativise la vie matérielle, mais c'est pas parce qu'on la relativise ou parce qu'on sait que c'est une illusion qu'il ne faut pas la vivre à 100%. Au contraire. Comme la métaphysique, ça sert à s'incarner davantage, pas à s'incarner moins. Être vraiment là pour jouer un rôle effectif de père, de mari, d'éduquer, de patron, d'abord, tout le rôle effectif qu'on a joué sur la Terre, on est là pour le jouer avec toutes les responsabilités qui nous apprennent. Dire, oh, j'ai vécu un autre monde dans l'astral, c'était merveilleux, je vais y retourner, et puis le monde ici, j'en ai rien à faire, il m'intéresse. Ça, c'est une erreur profonde. C'est pas du tout ça. Donc, il vaut mieux se passer de ce genre d'expérience si on prend le risque de ne plus avoir de considération après pour la vie matérielle. Ça, ce serait très, très important. C'est très important. C'est la même chose qui se passe avec les drogues ou des choses comme ça. Faire le fil de sa mission, de son incarnation. C'est très dommage. Bah, oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais après, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'amener le matériel, donc le corps physique, vers cette évolution-là. Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bah, par exemple, donc là, on est en physique, on est en matériel, et du coup, le fait de faire des sorties astro, et que par l'intermédiaire, l'expérience, tout ce que tu veux, on amène d'une certaine manière le corps à évoluer vers cette même dimension.
Ça pourrait être évolutif. Ça veut dire, pourquoi le corps évoluerait-il vers d'autres dimensions? Bah parce qu'il a différentes dimensions, le monde. Oui, mais c'est toi, spirituellement, qui t'identifies à une dimension ou à une autre. Une dimension à une autre. Si pour l'instant tu as ce corps physique, c'est parce qu'il faut que tu t'identifies à un être humain et pas à autre chose. Si tu devais t'identifier à autre chose, tu y serais. Il n'y a aucune raison de vouloir forcer les choses et de dire, bon, ce corps physique, je veux le faire changer et être dans autre chose qu'un corps humain. Si tu fais ça, tu cesses de jouer ton rôle humain. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais de garder par exemple le corps humain, mais de l'évoluer dans le sens où il peut s'adapter à vraiment toutes circonstances et résister à des circonstances aussi extrêmes. Si tu estimes que ça a été utile, tant mieux. Enfin, tant mieux. C'est comme ça. Mais le corps est la chose la plus précieuse. Tant qu'on l'a, il faut s'en servir au maximum en tant que corps. Pas se dire ce corps est mauvais, ce corps n'est pas suffisant, ce corps est faible, j'ai autre chose que ce corps. Non, non, si je me suis donné celui-là en m'incarnant, c'est parce que c'est celui-là qui est le bon et aucun autre. Qu'est-ce que j'en change effectivement? J'en changerai naturellement lorsque j'aurai fait le travail nécessaire avec ce corps. Oui, c'est sûr. Ça, on est dans ce corps, on n'y est pas pour rien. Hein. Pas de hasard. Super, oui. Bon, il n'y a pas, y a pas d'autres questions. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler de ton université? C'est sur Internet, il suffit d'aller voir le site www.université-francophone-métaphysique.com et tu pourras mettre le lien sur la vidéo, je suppose, où on a les détails, comment ça fonctionne, etc. Donc il y a 12 modules qui se répartissent des tranches de l'évolution de l'univers, de l'évolution de l'individu en tant qu'humain. Et là d'ailleurs, on est bien sûr dans le deuxième module, comment ça se passe après. Mais le premier module, c'est donc sur le hasard et sur l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est qu'une science? Comment faire pour avoir une rationalité suffisante pour pouvoir comprendre des choses aussi pointues, aussi importantes et aussi difficiles que la conscience, l'espace et le temps, l'énergie, etc. Et tout cela, c'est des précautions scientifiques à reprendre avant. Le deuxième module, c'est justement l'explication de tout ça. Qu'est-ce que l'énergie? D'où vient l'espace et le temps? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que l'amour, etc. Tout ça vient, pourquoi c'est là et comment ça fonctionne. Après, troisième module, c'est pourquoi tout cela, bien que ce soit que de l'esprit, a une forme matérielle. Pourquoi est-ce que l'esprit ne peut fonctionner que sous forme atomique et sous forme galactique avec des planètes, des étoiles, etc. Parce que bien souvent, on se dit, oui, peut-être tout est esprit, mais en fait, j'ai l'impression que tout est matière. Et on ne voit pas le rapport entre les deux. Donc là, on verra tout à fait le rapport entre les deux, on comprendra tout à fait pourquoi l'esprit, bien que ce soit que de l'esprit, ne peut pas fonctionner autrement que sous forme d'atome. Et le module 4, c'est les conséquences physiques de ça, c'est-à-dire pourquoi il y a des matériaux différents, pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a la mort, comment ça fonctionne la vie, comment ça fonctionne la mort, organique, je veux dire. Les différentes, les fluides, les différents aspects de la vie matérielle au niveau le plus concret, le plus quotidien, pour comprendre que bien que ce soit physique, c'est dans l'esprit. C'est de l'esprit, et qu'on a déjà, dès le départ, compris qu'on allait aboutir à ça. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est pas autre chose. Voilà. Le module 5, c'est des conséquences ontologiques, c'est-à-dire psychologiques, si on veut, au niveau qu'est-ce qui, comment faire le lien entre la compréhension de ce que c'est que soi, ce que c'est que la matière, et les problèmes psychologiques qu'on peut avoir. La peur, les émotions diverses, le manque de confiance en soi, tout un tas de choses comme ça. Le fait de créer par l'esprit, le fait d'aimer, savoir pourquoi on aime, comment on aime, les dimensions de l'individu, la sexualité, le rapport avec les finances, avec la matière, avec le pouvoir, avec tout ça. L'ego, en particulier. Comment distinguer l'ego et le soi et comment faire que, en distinguant les deux, on arrive à mettre en avant le soi et non plus l'ego, et donc le mental s'efface au profit du cœur et au profit de
de l'être profond et de l'être supérieur qui va nous permettre un jour de passer dans une autre dimension. Ensuite, on a les 6 qui parlent du symbolisme, des différentes croyances, pour faire le lien entre les différentes croyances et la métaphysique, n'est-ce pas? Pour voir ce qu'il y a de vrai dans les autres traditions, dans les ésotérismes, etc. Est-ce qu'il y a de faux? Et pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est faux? Qu'est-ce qui fait que tout ça est, les hommes cherchent depuis toujours avec des doctrines différentes. Bon, c'est intéressant de faire le lien entre tout ça et de montrer qu'à la base de tout ça, il y a toujours le même désir, la même volonté, la même nécessité. Oui. Le 7, le 8, le 9, le 10, ce sont des modules pratiques, de mise en œuvre de tout ça sur le plan psychologique, pour gérer ses mémoires, pour gérer ses émotions, etc. Sur le plan de la connaissance de soi en tant que personne, c'est important aussi, avec la numérologie, avec autre chose, comment agir vibratoirement pour résoudre des problèmes qui nous empoisonnent la vie, qui nous empêchent de nous réaliser. Il y a tout un tas de choses avec des méthodes vibratoires très intéressantes et très simples que tout le monde peut apprendre. Donc tout ça, c'est de la pratique. Et après, on revient à des choses plus théoriques et plus futures, c'est-à-dire le module 11, c'est qu'est-ce que c'est qu'une dimension et comment on va passer dans la dimension supérieure. Qu'est-ce que cela implique au niveau de nos comportements sociaux et collectifs? C'est très important au niveau politique, au niveau social, au niveau de la façon de vivre communautaire ou pas, tribu ou autrement, qu'est-ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter de notre civilisation à l'heure actuelle pour passer à l'étape supérieure. Et le 12e module, c'est évidemment la spiritualité, l'illumination, la réalisation de notre être. Comment est-ce qu'on s'appuie sur toute cette certitude métaphysique pour ne pas faire fausse route au niveau spirituel, pour aller droit au but et pour aller au maximum de ce que la dimension humaine permet d'aller. Ensuite, on aura été au maximum de ce que l'être humain peut faire, et ben, on obtiendra un corps plus collectif et on continuera notre évolution dans d'autres dimensions. Ça, c'est plus d'actualité après, que j'évoquais, dire comment il se passe un peu, mais pas. Il faut aider l'être humain à comprendre ce qu'il fait là et à trouver son but et à le réaliser pour se rapprocher le plus possible de sa réalisation. Et si on est nombreux à se réaliser, eh bien, on sera nombreux à aider la planète à passer dans la dimension à laquelle elle aspire. Et ça se fera de toute façon avec nous. C'est pas nous maintenant qui sommes assez nombreux à comprendre qui nous sommes, eh bien, voilà, on sera sur d'autres civilisations, d'autres humanités. Mais on peut le faire. Donc, oui, après, chacun son libre arbitre. À chacun son libre arbitre. Et en plus de ça, la Terre, comme tu l'as dit, elle évoluera d'une façon ou d'une autre, avec ou sans nous, mais ça peut évoluer avec nous dans des plans plus meilleurs. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as, parce que tu as dit au début que tu étais un écrivain, est-ce que tu as quelques livres que tu peux présenter qui sont pas mal? J'espère qu'ils sont pas mal. Je montre les deux principaux, puisqu'ils résument, c'est les plus récents, et c'est ceux qui résument toute cette théorie. Alors, il y a d'abord celui-ci qui est écrit à partir des travaux de mon père, Léon Raoulatem, qui est à l'origine de l'explication de comment l'énergie magnétique régit la totalité de l'univers sous des aspects aussi bien atomiques que cosmiques. Donc il n'y a pas plusieurs énergies dans l'univers, mais une seule. Et elle permet de rendre compte de tous les phénomènes de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente et plus complète que les théories actuelles qui font appel à plein de forces différentes, contradictoires, comme la gravitation, l'électromagnétisme, la force forte, etc., avec des théories qui s'opposent, le théorie du Big Bang et le théorie quantique, la théorie de la masse de Higgs, la théorie des cordes, toutes ces choses qui sont des hypothèses et qui sont qui n'apportent rien à la connaissance de soi et à la compréhension de ce que nous avons à faire. Et donc ça, c'est ses travaux à lui, avant tout, mais avec en plus de ça,
ce livre la partie très importante de l'origine de cette énergie, d'où vient cette énergie, comment on passe du néant à l'énergie, à chaque instant, parce que la création est perpétuelle, d'instant en instant, et pas du tout, une fois pour tous, il y a 15 milliards d'années. Ça, on explique l'illusion de ce phénomène-là. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est dans l'instant présent que se recrée la totalité de l'univers dans la conscience. Et comprendre pour ça ce que c'est que le néant, pourquoi on ne pas le néant, pourquoi l'énergie magnétique naît du néant à chaque instant. Pourquoi l'esprit naît du néant à chaque instant. Et engendre les atomes. Ça va jusqu'à la compréhension de la vie organique et tout ça. Et le deuxième volume, c'est Au-delà du quantique, qui s'appelle tous les deux Au-delà du quantique, volume 1 et 2, facilement sur la tête. Ce deuxième volume, c'est la pratique psychologique et spirituelle, donc relever les peurs, les choses comme ça, les problèmes d'ego, et aller vers la spiritualité et développer cette spiritualité avec des principes simples, vrais, puissants, et ceux que nous attendons tous, que tout le monde recherche et attend pour pouvoir aller vers ce qu'il est. Chacun cherche à devenir ce qu'il est, ce qu'il est vraiment. Ce que nous sommes est un but, à nous de ne pas fuir. Parce que l'ego a tendance à fuir ce but, parce que ce but remet en cause cet ego. Si je suis le soi, l'ego il est remis en cause. Si l'ego devient un serviteur, il va devenir le maître. Ça, il n'aime pas du tout. Donc le mental, qui défend l'ego, va tout faire pour échapper à la connaissance et à la compréhension. C'est pour ça que ça traite depuis si longtemps, depuis des milliers d'années. Les hommes cherchent toujours les mêmes choses, se posent les mêmes questions, par 36 000 chemins, mais il y a toujours un blocage mental qui ne veut surtout pas comprendre. Donc c'est ce blocage que l'on essaye de déverrouiller à travers ces livres pour rassurer l'ego, pour lui faire comprendre que ce qui peut lui arriver de mieux, c'est justement d'être un serviteur. Cela est fait, les choses vont beaucoup mieux. La métaphysique, c'est fait pour comprendre mieux, pour vivre plus en harmonie avec soi-même. Oui, exactement, et pour qu'on soit mieux aussi dans notre peau. Et bien sûr. Comprendre pourquoi on est incarné et gérer cette incarnation. Il ne faut pas se dire, oh, j'ai pas de chance, je suis incarné, j'en ai marre d'être incarné, depuis le temps, ça commence à bien faire, je suis nul et tout. Non, non. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ce destin? Non, non, tout ça, c'est justement ça que l'ontologie permet de pouvoir accepter ces choses-là. Il y a beaucoup de témoignages, évidemment, de gens, parce que c'est pas d'hier, quand même, que cet enseignement est délivré. C'est quand même mon père depuis 1955 et moi depuis 1985. Donc, la conjonction des deux, la fusion des deux, permet d'avoir cette vision globale extrêmement claire, extrêmement précise. Cette certitude de toujours dans l'hypothèse, qu'est-ce que je fais là? Voilà, voilà. Donc, on y arrive petit à petit. Cet enseignement, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà reçu, bien sûr, mais c'est très peu de choses par rapport à potentiel. Tout le monde est à la recherche de ça, donc peut-être beaucoup de gens se diront, après tout, sautons le pas, essayons de comprendre un peu mieux l'univers qu'avec les piètres théories qu'on nous raconte à la télévision. Et oui. Et oui, c'est le temps. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que ça explose dans ce chemin-là. Oui, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui débarquent en sachant tout. Ça, c'est frappant. On s'est rendu compte à plusieurs reprises. Beaucoup de jeunes qui, on se demande d'où ils viennent d'autres dimensions, ils viennent pour nous aider, pour créer un nouveau monde. Ils ont déjà tout compris sur le plan spirituel ou sur le plan métaphysique. Et ça rentre comme dans du beurre. Et ces jeunes-là, donc, nous, dans notre centre Ganymed, on les reçoit, on leur permet de se rencontrer, on permet de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà étudié le problème et qui savent quels moyens leur proposer pour qu'ils puissent être en connexion avec leur vraie réalité et se dire bon ben j'ai cette envie mais c'est possible de me réaliser dans ce monde malgré
malgré toutes ces imperfections, malgré les choses que je ne supporte pas dans ce monde. Je peux plus supporter l'école, je peux plus supporter la télévision, la publicité, je peux plus supporter ce qu'on me donne à manger, je peux plus supporter les vaccins, je peux plus supporter tout ça, je peux plus supporter l'élevage des animaux dans des conditions extraordinaires. Comment je fais dans ce monde-là pour me sentir bien? Eh ben, les solutions existent, plein de solutions existent, parce que des gens de toutes les générations qui ont étudié tout ça, mais c'est les jeunes qui vont mettre en pratique ces solutions. Là aussi pour les aider à se relier, pour que cela se fasse, et qu'ils puissent le faire et qu'ils se sentent moins seuls. Parce que quand on débarque avec ses idées, qu'on peut communiquer avec personne, ni avec ses copains, ni avec sa famille, ni avec ses profs, etc., parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils savent, ils disent, bon, c'est un fou celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'univers, les dimensions, les corps énergétiques et tout ça. Beaucoup de gens ne sont pas encore du tout ouverts à ça. Et quand on débarque dans une famille ou dans un monde où ça paraît un extraterrestre, eh ben, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Donc, se rencontrer, savoir qu'on n'est pas tout seul, savoir qu'on a plein de choses, qu'il y a plein de possibilités d'aller plus loin et de mettre en pratique tout ça, ça réconforte, ça fait du bien, et ça permet de réaliser ce qu'on a à réaliser. Et l'humanité tout entière a une mission à réaliser. Chacun est là pour aider à ce que ça se fasse. Il n'y aura pas de changement si je... Exactement. C'est tout à fait ça. Ça va se passer. Ça va se passer comme ça. Et en plus de ça, si je peux ajouter un truc, c'est que on va faire ce chemin-là pour que les autres après fassent le tri. De voilà, est-ce qu'on va avancer, mais est-ce qu'on va avancer avec des gens qui veulent avancer ou est-ce qu'on va avancer avec des gens qui ne veulent pas avancer? Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il faut se rencontrer. Avec des gens comme toi, par exemple, qui ont toujours envie de faire avancer les choses, avec d'autres, c'est par les rencontres que tout se fait. Oui, une grosse rencontre qui fait partager aussi beaucoup en ce moment. Ok, bah écoute, est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à tout ça? Oh, j'ai surtout à te remercier de ces dialogues sympathiques et ceux qui nous ont écoutés aussi, et je pense qu'il y en aura d'autres encore qui écouteront après différés. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y a des questions, etc., qui viennent par la suite, qu'elles passent par toi et tu me les transmettras, il n'y a pas de souci. Je répondrai à tout le monde, hein, sans aucune hésitation. Tout le monde aura ses réponses aux questions qu'il te posera. Il suffit de s'adresser à Force Pingouin, je pense, hein, tu peux recevoir les mails. Voilà. Et on se retrouvera peut-être à d'autres occasions, pas encore dans une autre dimension, mais celle-ci encore pas mal à faire. Oui, on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup en tout cas. Bah merci à toi d'avoir venu. Ça m'a fait très plaisir. Puis écoutez les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle aussi interview de quelqu'un d'autre. Et on vous souhaite un gros appétit à vous, surtout. Bonne journée. À bientôt. Salut.